Mérinide ou Marinide. En arabe, Beni Mérin ou Beni Marin, dynastie berbère fondée en 1269 par Abu Youssef Yaqub et qui succéda aux Almohades. Il fonda un puissant empire qui régna sur la plus grande partie du Maghreb occidental jusqu'au XVe siècle. La civilisation mérinide occupe une place de choix dans le domaine de la construction et de l'édification, ce qui a suscité l'admiration de l'auteur Lisan Din al-Khatib, qui, pour souligner toute l'importance du modèle légué par la dynastie mérinide, a écrit « Ce patrimoine légué par cette dynastie et qui souligne toute sa grandeur n'a pas son pareil parmi tout ce qui a été laissé par les autres dynasties, à savoir les Almoravides et les Almohades. En témoignent avec éloquence les médelsa, les mosquées, les forteresses et les autres édifices réalisés par les Mérinides dans l'ensemble des cités au Maghreb extrême. Les constructions réalisées par ces bâtisseurs ont été destinées à diverses utilisations. En premier lieu, ils se préoccupèrent du secteur militaire urbanistique, sans délaisser pour autant les réalisations religieuses et culturelles, tout en accordant autant d'importance au domaine social. Comme vous le savez, la dynastie des Almohades était une grande dynastie. Malheureusement, après la décadence almohade, les Mérinides ont réussi, vers le milieu du XIIIe siècle, à prendre le pouvoir et à s'imposer comme une force dans l'Occident musulman. La dynastie a pris comme capitale la ville de Fès au lieu de Marrakech. C'est vrai que Fès était une grande métropole de l'Occident musulman. Marrakech l'était aussi, mais Fès, en devenant capitale des Mérinides, va bénéficier d'un mécénat qui va lui permettre de se dorer de monuments prestigieux. Il ne faudrait pas oublier que ces réalisations ont été géographiquement assez bien réparties, bien que le sud ait été un peu moins servi que le nord, fait remarquer par deux voyageurs de la moitié du 8e siècle de l'Hégire. Ibn Battuta, qui a insisté dans son livre sur l'aspect de la ville de Marrakech en pleine décadence. Lisan Din al-Khatib, quelques années après Ibn Battuta, visitant cette ville, témoigne de sa déchéance qui atteint les édifices almohades, ce qu'il traduit par des vers empreints de tristesse. C'était là une période transitoire entre les deux dynasties almohades et l'aube de la dynastie mérinide. La dynastie a connu, bien sûr, une phase de formation, comme toutes les autres dynasties, avec les premiers sultans mérinides, Abd al-Haq, et puis Abu Yusuf Yaqub, Abu Yaqub Yusuf. Et puis, au début du XIIIe siècle, il va connaître son essor avec deux grands sultans, qui sont Abu al-Hassan et son fils Abu Aynan. Il faut attendre que le pouvoir mérinide s'établisse solidement dans le pays pour voir renaître et s'épanouir l'architecture marocaine qui passera par trois étapes fondamentalement distinctes. C'est le sultan Abu Youssef qui a défini les grands pôles d'orientation de l'architecture mérinide. Le modèle de la construction mérinide apparaît dans toute sa splendeur dans le style des nouvelles casbahs édifiées au Maroc. Un monument particulièrement important est élevé à Taza. La grande mosquée de la ville est en effet le premier édifice conservé et a connu un agrandissement et des modifications sous Abu Yaqub. Abu Yaqub dota également Fès la Nouvelle de conduite et de canalisation. Il alimentera la Casbah de Rabat, actuellement la Casbah des Oudaya, en eau potable à partir de la source Rboulah.
Parmi les édifices rénovés par Abu Youssef, la Médrasa Farina Fès, et celle de Ben Youssef à Marrakech, et l'arsenal de Salé, édifié originairement par Al-Moumen Mouahidi dans le côté sud de la ville. La dynastie des Mérinides a essayé effectivement de réunifier le Maghreb et l'Andalousie. Alors ces différentes tentatives n'ont jamais abouti à une réunification de l'empire des Almohades. La dernière tentative a échoué en Espagne et plus tard d'autres tentatives au niveau du Maghreb, à savoir l'Algérie et la Tunisie. Malheureusement, ces opérations n'ont pas donné des résultats et à un certain moment, la dynastie mérinide, effectivement, a exercé une certaine influence sur Grenade, sur les Bani Nasr, les Nasrides. Malheureusement, la tentative a échoué et les sultans mérinides n'ont pas pu unifier, une fois encore, cette partie de l'Occident musulman comme l'ont fait les Almohades et avant eux les Almoravides. Les centaines de réalisations dans les différentes villes du Maroc confirment le degré d'évolution des études mathématiques et la grande place qu'occupait la science dans ce pays. Grands protecteurs des arts, les Mérinides s'entourèrent de lettrés et de poètes tels Ibn Khatib ou Ibn Khaldoun. L'influence de la culture arabo-andalouse est évidente à Marrakech et à Fès. Les Mérinides firent construire de nombreuses médressas et la monumentale nécropole de Chella, 1310-1339, à Rabat. L'essor des confréries religieuses, initiées par les Almohades, se poursuivit sous les Mérinides, en même temps que se développait le culte des saints, les marabouts étant à cette époque nombreux et influents en Afrique du Nord. Avec cette initiative mérinide dont le but était de généraliser la madrasa dans toutes les grandes villes du royaume, il y a une certaine démocratisation, si on peut dire, de l'enseignement. Donc ils ont assuré un enseignement adressé surtout à des étudiants, talaba, qui venaient des régions lointaines. Donc les étudiants des villes peuvent assister aux cours et suivre un enseignement dispensé dans les mosquées, mais les autres étudiants qui venaient des campagnes, qui venaient de petits villages, donc n'avaient pas cette possibilité. Et donc l'initiative des Mérinides, c'est-à-dire la construction de plusieurs médrasas dans ces centres urbains, va assurer l'hébergement et en même temps ce qu'on peut appeler maintenant les bourses de l'époque, parce qu'il y avait quand même des allocations assurées par les souverains et par certains mécènes dans l'institution de l'Waqf, al-Tahbis, et donc ces étudiants pouvaient suivre un enseignement dispensé dans les grandes mosquées du royaume, comme la Qarawiyyin, comme la mosquée des Andalous à Fès, comme la grande mosquée de Meknès ou la grande mosquée de Salé, etc. Chella, Chilla en arabe, est une nécropole romaine, construite non loin de Rabat entre 1331 et 1348, et dominant un wadi, fleuve navigable. Dès 1260, l'aqueduc fut fortifié et un rempart élevé par Aboul Hassan en 1339, dont l'inscription qui surmonte la porte monumentale d'entrée
témoignent précisément de la date de l'achèvement de ce programme de fortification. La majorité des sources arabes rapportent que le site de Chella n'a pas cessé de jouer au haut Moyen Âge un rôle primordial dans l'islamisation du Maroc. Si l'on croit la description du géographe arabe Ibn Hawqal, Chella était au Xe siècle un vaste ribat où se rassemblaient les moujahidines pour lutter contre la tribu hérétique des Brouata. Ces indications à caractère historiographique restent à prouver puisque les recherches archéologiques menées au site depuis le début du siècle dernier n'ont pas prouvé la trace d'une occupation médiévale antérieure au XIIIe siècle. 1284, date du premier enterrement de la princesse mérinide Aïz. D'autres ensevelissements suivirent celui-ci, bien qu'une autre nécropole dynastique ait existé et qui porte le nom de la nécropole Qolla. Chella comprend un grand complexe. On y trouve la mosquée Aboul Hassan, le madrasa, édifié sous Abou Aynan, vers 1348, une série de mausolées sous coupole et des jardins funéraires. Dans les mausolées, décorés de pierres à l'extérieur, se trouvent des cénotaphes prismatiques, une forme typique du Maghreb. Les épigraphes qui le recouvrent, et constituent en partie le décor du bâtiment, sont en cursif un peu mou, un autre trait récurrent de l'Occident musulman que l'on retrouve dans l'Alhambra. Avec en fait la construction sous Abou Youssouf Yaqoub d'un premier enclos englobant notamment une mosquée et plusieurs mausolées, donc tombeaux, où sa propre mère Aïz fut enterrée dans un de ces tombeaux. Lui-même, il a été enterré sur ce site. Et donc nous avons ce premier noyau qui est marqué par une enceinte délimitant en fait l'espace sacré de cette nécropole mérinide. Ensuite, il y a eu Souabou el-Hassan, qui est l'un des plus fameux de cette dynastie, un des sultans les plus fameux. Il y a eu agrandissement de ce premier noyau avec la construction des remparts qu'on voit de loin, qui sont en fait des remparts qui reflètent un peu l'idée de la nécropole forteresse. Donc déjà aussi, là aussi l'idée d'un ribat, mais pas dans le sens de campement militaire, mais d'un ensemble de tombes de princes et de rois de cette dynastie mérinide, entourés d'une enceinte qui représenterait une limite sacrée de cette nécropole. Donc nous avons là, pour le Chella, la notion de ribat mentionnée dans Ibn Marzouk, qui parle en fait de tombes de moujahidines ou combattants pour la foi, entourés d'une enceinte qui formerait en fait la limite sacrée de l'ensemble. Cette deuxième période est celle de l'épanouissement de l'art mérinide. Elle s'étend de 710 à 759 de l'Hégire. On peut distinguer 5 domaines où s'est réalisé cet épanouissement. Travaux publics, travaux de défense, réalisation culturelle, construction religieuse.
En ce qui concerne les travaux publics, signalons d'abord les travaux d'irrigation d'Aboul Hassan, qui viennent en première place. Comme à Salé ou Rabat, Aboul Hassan a établi des réseaux de canalisation dans d'autres villes du royaume pour alimenter en eau les divers services publics. Dans le cadre du mécénat, un certain nombre de réalisations publiques ont vu le jour au cours de cette période. Il s'agit de constructions ressemblant à des médelsa. D'autres réalisations connues sous le nom de zaouia étaient destinées à recevoir les pauvres et les nécessiteux. Exemple, la zaouia de Chella, à Rabat. C'est une nécropole qui a en fait beaucoup d'importance pour l'histoire de cette dynastie, dans la mesure où elle n'est pas la seule nécropole royale. Nous savons qu'après la fin d'utilisation de ce cimetière royal comme nécropole, les Mérinides ont choisi un autre lieu de sépulture qui est la nécropole d'Al-Qulla à Fès, qui domine donc la ville. Et là est enterré effectivement le dernier roi de cette dynastie mérinide. Donc dans ce cas de figure, le Chella a cette grande importance sur le plan archéologique, sur le plan historique aussi, parce qu'elle nous permet de faire les comparaisons entre ces différents lieux de sépulture que sont donc non seulement Chella et la nécropole de Qulla, mais il y a d'autres lieux de sépulture de cette même dynastie. Durant toute son histoire, la Kasbah des Oudaya a fait l'objet de plusieurs changements, allant de la grandeur almohade jusqu'au monumentalisme du souverain alawite Moulay Ismaël. Le musée des Oudaya est une institution permanente qui prévoit la présentation au grand public de la civilisation marocaine, à travers sa richesse en bijoux, dont certains spécimens remontent aux âges lointains, voire la préhistoire. À part les bijoux, la collection de monnaies enrichit les espaces du musée des Oudaya. Les plus anciennes monnaies datent d'une période pré-islamique, tandis que les dynasties islamiques ayant gouverné au Maroc, Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides et Alaouites, sont représentées par des pièces dont certaines sont extrêmement rares. Le musée des Oudaya est situé dans ce petit palais qui date du XVIIe siècle, d'après une inscription gravée sur les linteaux de bois des quatre côtés du musée. C'est entre ces murs que fut inauguré le premier musée en 1915. Les monnaies mérinides du musée des Oudaya proviennent du site de Beliounish, nord du Maroc. C'est le XIIIe-XIVe siècle. Ils sont en or et comportant des inscriptions en calligraphie développés et ils sont insérés dans un carré et attestant d'une période où les échanges culturels entre l'Andalousie et le Maghreb sont dans leur meilleur rendement. Nous avons une collection de monnaies en or et surtout un collier constitué de 3 pièces de monnaie mérinides en or. Ce collier est considéré comme le plus ancien collier de tous les musées du Maroc. Les fondations à caractère social englobaient les hôpitaux, les fondations de bienfaisance, les hospices et même les fontaines publiques et les bains, hammam, des Mérinides. Au sud-est de la Khloua se trouve le hammam, revêtu de voûtes en berceau, qui est l'un des meilleurs établissements thermaux de l'architecture médiévale au Maroc. Ajoutant à cela le bassin aux anguilles, qui était à l'origine une salle d'ablution de la mosquée d'Abou Youssouf à Yaqoub, et qui était envahie à une époque indéterminée par l'eau, et que la mémoire collective a forgé autour d'elle une série de légendes et de récits.
Chella a aussi, pour disons, la population locale de Rabat et de Salé, une grande importance dans la mesure où elle a gardé, après donc, cette deuxième occupation, comme lieu de sépulture royale, le site a gardé sa sacralité et les notables de Rabat et Salé ont continué à enterrer dans ce site. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin pratiquement du XIXe siècle, nous avons en fait, nous savons que le site a connu l'implantation d'un certain nombre de marabouts, comme celui de Sidi Hassan l'Imam, comme celui de Sidi Yahya, l'Ergraga, etc. Et nous savons qu'il y a eu en fait ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un empiètement de ce site maraboutique sur le site historique et archéologique, dans la mesure où on appelait il n'y a pas longtemps encore la porte d'entrée de Chella du nom de la Chella, ou la porte de Sidi Yahya du nom du saint patron de Chella. Si plusieurs mosquées sont établies à Fès par les Mérinides, ce sont surtout les Médelsa qui marquent l'architecture de cette période dans la ville. La Médelsa At-Tarin, édifiée entre 1323 et 1326 dans le souk des parfumeurs, apparaît quasiment comme une œuvre expiatoire, après une famine due à la sécheresse, 1323, l'incendie du souk, 1324, et une inondation, 1325. Il s'agit de la deuxième Médelsa élevée par Abou Saïd dans la ville, un petit édifice prestigieux et coloré. Le plan s'articule autour d'une cour de 11 mètres sur 6,5, entourée de cellules sur un étage. Un portique réduit crée une zone d'ombre qui agrandit l'espace en donnant l'illusion d'un promenoir. Le décor articule les différentes parties du bâtiment. Il est constitué de mosaïques de céramique, de stucs en faible relief, de moucharabis en bois de cèdre et de céramique esgraffiée. Effectivement, cet art reste très raffiné par rapport à ses prédécesseurs, à savoir l'art des Almohades, l'art des Almoravides, tout en ouvrant ici une parenthèse pour dire que jusqu'à présent, il faut s'attendre à de grandes surprises le jour où on aura des découvertes archéologiques ou des recherches archéologiques dans des sites anciens, du haut Moyen-Âge, de l'époque idrisside, etc. Donc ça va nous permettre de revoir un peu l'histoire et l'évolution de cet art. Mais pour revenir, pour fermer la parenthèse et revenir à cet art mérinide, c'est un art raffiné qui a bénéficié en fait de l'évolution qu'a connue l'art de bâtir en général à l'époque almoravide et à l'époque almohade. Un second exemple est la Madrasa Bouainaniya, datée de 1357, à savoir sous le règne de Abou Aynan. Il s'agit de la plus vaste Madrasa comme mérinide connue, qui s'appelait à l'origine Mutawakkiliya. Elle est constituée d'une cour carrée de 20 mètres de côté, entourée de 2 pièces carrées, ressemblant à des embryons d'iwan, et de 2 ouvertures, l'une menant à la salle de prière, l'autre à une zone de boutique constituant les biens habous, c'est-à-dire les biens de waqf. Le plan est très symétrique, et le premier étage comprend des cellules pour les étudiants, avec des fenêtres closes par des moucharabiers. المارينيون هم اعتمدوا في زخرفة مبانيهم
على عدة مواد أولية كمادة الجليج ومادة الجبس وكذلك مادة الخشب. خلال الفترة المارية كان الصانع آنذاك يعتمد في ألوانه على المواد الطبيعية كالمواد المعدنية والمواد أو النباتية، وكانت الألوان المستعملة آنذاك هي الأبيض والأسود والأخضر والأصفر ثم الأزرق. المارينيون استلهموا الكثير من الحضارات التي سبقتهم وخاصة الفترة المرابطية. فمثلا نجد المنبر الكتبية المعروض حاليا بقصر البديع، وكذلك منبر جامع القرويين المعروض بنفس الجامع. نجد أن هنالك الكثير من التقنيات التي استعملها المرابطون ولا زلنا نستعملها إلى يومنا هذا مرورا بالمارينيين. نجد مثلا هنالك المخرط، نجد كذلك النقش على الخشب، نجد الصباغة، نجد كذلك الطبع والترصيع. كلها تقنيات كانت معروفة منذ الفترة منذ الفترة الإدريسية ثم الفترة المرابطية، ولكن مع المارين تطورت هذه التقنيات وبقيت مستعملة إلى يومنا هذا. On remarque l'importance du bois dans cette architecture. Mouches à rabier, plaquage de cèdre sculpté, corbeaux de bois sculptés avec un décor soulignant l'emmarchement sur les côtés, et un assemblement par des baguettes de bois et des motifs créés par l'utilisation d'os et de bois clair. عند الانتهاء من بناء المدرسة البوعنانية التي تعتبر مفخرة للمغرب بصفة عامة ومن أهم المآثر التاريخية المعروفة بالمغرب بصفة عامة ومدينة فاس بصفة خاصة، جاء المحاسب إلى السلطان الماريني ليقدم له خلاصة هذه البناية مع الفاتورة. وبما كان أن الفاتورة كانت غالية شيئا ما، كان شيئا ما خائفا، لكن ما فتئ أن يبدأ في قراءة هذه الفاتورة حتى أخذها السلطان ومزقها وألقى بها في قعر النهر. وقال هنا قال بيته الشعري الشهير والذي يقول: لا بأس بالغالي إذا قيل حسن، ليس لما تقر به العين ثمن. La Médelsa de Salé est située au sud-ouest de la Médina. Elle est construite sur une parcelle limitée par la grande mosquée et d'une place longeant son côté nord. La construction est surélevée par rapport au niveau du sol de la place, ce qui dégage deux sous-sabats de part et d'autre de la Médelsa. La Médelsa mérinide de Salé est due au sultan mérinide Abou al-Hassan al-Ali, connu sous le nom du sultan noir, qu'il a fait construire vers 1341. Par la grâce de ses proportions et par la richesse et l'harmonie de son décor, la Médelsa de Salé est considérée comme une des merveilles de l'art mérinide.